Alors on est de retour, on va évoquer la République démocratique du Congo. L'Union européenne et l'Union africaine sont prêtes à travailler avec le président élu de la RDC, Félix Tshisekedi, après avoir émis des doutes sur sa victoire, ont annoncé mardi leurs représentants à Bruxelles. Nous sommes prêts en tant qu'Union africaine à travailler avec le président Tshisekedi et avec toutes les parties congolaises, a déclaré son représentant Smaïl Chergui au cours d'une conférence de presse avec la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini à l'issue d'une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays des deux continents. Nous avons pris note des résultats de l'élection. Il faut que le président soit un rassembleur et s'engage dans un dialogue interne pour sa part, déclaré Mogherini. Adam Adjonou, on voit là clairement un changement de ton. Oui, cela ne pouvait pas être autrement parce que vous savez, lorsque vous prenez la situation qu'a traversé la RDC jusqu'à la proclamation des élections, d'abord la sortie naturellement de la Cour constitutionnelle, je l'ai beaucoup apprécié parce que après tout, il y a la souveraineté du pays qui est mise en jeu parce que vous savez, au niveau de la Cour constitutionnelle, il y a des délais qui sont impartis à tout. On ne peut pas, par simple ordonnance comme ça, demander à la Cour constitutionnelle de surseoir la proclamation des résultats en attendant donc une mission de l'Union africaine qui devait faire le déplacement au niveau de la RDC. Et lorsque on allie toute cette démarche-là par rapport, disons, à l'ambiance conflictuelle que le président en exercice de l'Union africaine tient vis-à-vis du président sortant, notamment Kabila, on a compris tout de suite qu'il y avait, disons, un non-dit dans cette démarche-là, et qu'aujourd'hui, l'enjeu que porte aujourd'hui la RDC au niveau de cette partie de l'Afrique prouve que en temps normal, il faudrait de toutes les façons que l'Union africaine revienne sur ses paroles, surtout aussi que vous avez aussi vu à un moment donné où l'investiture du président élu a été reportée. Cela, on avait avancé des raisons logistiques, ce qui n'en était pas le cas, parce que lorsque on sait qu'on a un peu enfreint aux règles communautaires, parce que quelque part il y avait ce doute-là, ou du moins des représailles qui devaient aussi tomber. On a pensé à un moment à ça. Donc il y avait une diplomatie assourdie qui avait joué sa partition pour que l'Union africaine puisse accepter réellement et Kabila a joué pleinement son rôle. Donc je pense que c'est cette géopolitique-là qui a prévalu et que l'Union africaine ne devait que se ranger derrière, disons, le président lui, parce que vu la tension qui était très perceptible, il ne faudrait pas quand même en rajouter. Donc il faudrait quand même diviser la poire en deux. C'est ce qui est fait. Je pense que cela devait être salué. Marc, mais ça donne l'impression quand même d'une sorte de diplomatie à double vitesse. Dans un premier temps, l'Union européenne, l'Union africaine émettent de sérieux doutes sur les résultats. Et après, sans avoir de preuves, même si c'est la Cour constitutionnelle a pris tout le monde de court en proclamant les résultats, on se dit, bon, on est prêt quand même à travailler avec un président qu'on avait dit, pour résumer, mal élu. Oui, bien évidemment. Vous savez, ça a toujours été le rôle de la diplomatie, de voir blanc le matin et puis noir la nuit. C'est ça qu'a fait la diplomatie. Maintenant, pour analyser les positions une à une, la position de l'Union africaine est celle qui, à mon avis, semble le plus controversée, parce que quand on prend la position de l'Union européenne, on comprend que par rapport à un certain nombre d'intérêts, on a clairement vu au cours de la campagne que le candidat que portait, en tout cas dans son cœur, l'Occident tout entier, que ce soit la France, l'Allemagne, la Belgique ou encore même les États-Unis, c'était Fayoulou. Donc il était tout à fait normal que cette diplomatie-là, que ces pays, on a vu la sortie controversée de Yves Le Drian, c'était normal que ces diplomaties donc refutent dans un premier temps le choix de Félix Tshisekedi fait par les Congolais. Maintenant, il faut dire aussi que la bataille est déjà perdue. Ils sont obligés de se rendre à l'évidence, parce que s'ils veulent préserver un tant soit peu le peu d'intérêt qui leur reste au Congo, il faudra composer avec Tshisekedi. Et c'est la barre là qu'ils sont en train de redresser aujourd'hui. Mais ce que je ne comprends pas, et c'est cette position qui mérite d'être dénoncée, c'est cette position saugrenue même de l'Union africaine qu'on a vu qui n'avait pas a priori de position et qui a suivi d'abord la position de l'Union africaine. On a vu aussi la position mi-figue, mi-raisin
de la SADC sur ces élections. Et c'est pour ça que je dis qu'il est temps que l'Union africaine prenne ses responsabilités dans ce genre de situation. La France n'a pas attendu que l'Union africaine se prononce, ou en tout cas qu'un pays africain se prononce avant de ne pas reconnaître officiellement les premiers résultats de cette élection. La France n'avait même pas attendu des résultats définitifs proclamés par la CENI. Dès l'annonce des premiers résultats provisoires, on a vu la réaction de Yves Le Drian, mais l'Union africaine a suivi. Et c'est là qu'on ne comprend plus réellement ce que fait l'Union africaine, quel est son rôle, quelle est sa responsabilité. Parce que, comme je le soulignais tout à l'heure, la France, l'Union européenne, on comprend qu'elle suit ses intérêts, donc tous les minerais que les entreprises occidentales exploitent aujourd'hui en RDC, ils sont en train de voir quel président serait à même de leur préserver leurs intérêts. Mais quel est le rôle que joue finalement l'Union africaine? C'est un rôle, à mon avis, trouble, et l'Afrique ne mérite pas ça. Est-ce que vous pensez quand même, Madame Adjornou, que les Congolais vont être prêts à digérer ce qu'on peut appeler volte-face quand même de l'Union africaine, de l'Union européenne? En fait, c'est un pays qui est habitué à ce genre de comportement de par le monde, comme le disait tantôt Marc, que ce soit au niveau des Occidentaux, que ce soit au niveau des Africains. Parce qu'aujourd'hui, cette position de l'Union africaine vient démontrer à suffisance qu'en réalité, ce qu'on disait un peu plus bas, où on essayait de dire que voilà, il se rend toujours sur les tendances un peu occidentales, vient d'être démontré. Parce qu'il y a eu des crises plus pointues qui étaient liées carrément, disons, à la population, mais qu'on n'a pas aussi vu l'Union africaine aussi réagir en tant que telle. Mais ici, nous avons une situation qui tend à être un peu, c'est-à-dire c'est le mal nécessaire. Si même aujourd'hui, disons, la victoire de Kabila et de Tshisekedi tend à être un peu contestée, moi je pense que c'est le moins de mal, parce que comme je le disais tantôt, vu le degré élevé de la tension qui régnait, et si on n'était pas arrivé donc à cette sortie un peu négociée, on aurait arrivé au pire. Mais comme je le disais, lorsque nous regardons un peu dans le rétroviseur, la RDC a connu des situations pires et qu'on n'a pas vu autant d'engagement au niveau de l'Union africaine à ses côtés. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit les Occidentaux, surtout la France, qui avait une position assez tranchée, qui était un peu hostile par rapport à l'élection de Félix Tshisekedi, au détriment de Fayulu, qu'il voulait coûte que coûte, qui passe compte tenu des intérêts naturellement, et qu'on voit aujourd'hui l'Union africaine s'arranger. Je pense qu'il n'a pas su jouer la ligne médiane, n'a pas su donc mettre les barrières, jouer le rôle de régulateur qu'il était censé jouer au niveau de l'Afrique, et partant de là au niveau de la RDC. Donc c'est dit tout simplement qu'aujourd'hui l'Union africaine a monté son vrai visage, qui prouve directement qu'il est souvent rangé au niveau des intérêts donc occidentaux, qui n'étaient pas donc bons. Je pense qu'il est temps pour qu'ils puissent prendre les responsabilités, poser les vrais problèmes et regarder en face ce qu'il faut pour l'Afrique, que de se ranger derrière les puissances occidentales, ce qui n'arrange pas réellement l'Afrique. Alors, l'Union, enfin pas la voix de Federica Mogherini, lui dit l'Union européenne est un partenaire important de la RDC et nous continuerons à l'être. Mais on se rappelle, peu avant les élections, il avait été demandé à l'ambassadeur de l'Union européenne de plier bagage. Est-ce que vous pensez que Tshisekedi, avec ce changement de position de l'UE, va pouvoir rétablir ses relations, faire revenir l'ambassadeur et la vie va poursuivre son cours? Bien évidemment, dans le monde actuel, l'Union européenne représente un partenaire important pour tous les pays africains, surtout pour un pays dont l'économie repose essentiellement sur l'import, comme le Congo. Vous savez, le Congo ne s'autosuffit pas alimentairement, et si le Congo ferme ses relations, on peut à un moment donné se priver de ses relations diplomatiques, mais on ne peut pas aller au-delà, parce que il y a les relations politiques, mais également les relations économiques. Et la véritable question aujourd'hui, est-ce que le Congo est capable, à la date du jour, de se priver de l'apport de l'Occident? Je pense que non. Et je pense que ce sera tout le défi du nouveau président, c'est de travailler quand même à consolider des relations respectueuses. On a vu quand même en fin de mandat les positions courageuses finalement que Kabila a pris face à l'Occident, et il y avait à mon avis tous les ingrédients d'une élection mal organisée. On a vu le refus même de donner l'accréditation à un certain nombre de confrères de médias français, et donc tout a été orchestré, et c'est là qu'il faut aussi reconnaître finalement que Kabila a su utiliser du génie dans son départ
du pouvoir. Ce n'était pas évident et il a su mettre tout en œuvre pour aujourd'hui pouvoir passer le relais à Tshisekedi, mais pouvoir garder véritablement le contrôle du pouvoir et faire fi de toutes ces pressions à l'extérieur, qu'elles soient françaises, venant de l'Union européenne ou occidentale. Et je pense que l'important aujourd'hui, c'est que Tshisekedi puisse également mettre en place, parce que j'ai l'impression que c'était le candidat le moins préparé pour prendre la présidence au Congo. Et donc qu'il puisse rapidement mettre en place un arsenal qui lui permet de réagir promptement par rapport à ce qu'il y aura, et que les intérêts du Congo soient toujours mis au devant dans les prochaines relations que le Congo va établir avec les différents pays. Il est clair quand même aujourd'hui que Martin Fayulu est sacrifié comme ça. Sacrifié, non. D'abord, moi, je l'ai toujours dit, cela relève du travail inachevé qu'a accompli la fondation Saint-Egidio lorsqu'il avait mené les tractations pour rallier un peu ces positions-là. Et normalement, lorsque revenu donc à la base, et puis on a vu disons, un éclatement ou une friction au niveau de ça. Parce que, vous savez, les positions étaient un peu liées compte tenu d'un certain nombre d'intérêts qui étaient donc liés, notamment lorsqu'on prend Katumbi et puis Bemba. Donc leur avenir politique en dépendait. Et je pense que lorsqu'il y a eu cet éclatement-là, cette fondation devait toutefois rappeler les trois, quand bien même ne pouvoir plus les lier, pouvoir donc préserver ses intérêts, que celui qui gagnait puisse quand même permettre aux tendances opposées de pouvoir toujours pouvoir réaliser un certain nombre d'objectifs que ne voulait pas forcément Kabila aujourd'hui. Je pense que c'est Kabila qui sort gagnant de cette situation, parce qu'aujourd'hui, il va toujours maintenir la ligne dure par rapport à ses opposants qui ne veulent plus, qui ne voudra pas forcément voir venir donc nager en nos trous. Et de l'autre côté également aussi, je pense que il appartient à Tshisekedi, mais aujourd'hui, je pense que sa maturité et surtout qu'il a un Kabila derrière, il faudrait quand même qu'il arrive à surmonter donc ces clivages-là et tendre la main naturellement à Fayulu pour qu'il puisse aussi avoir son mot à dire dans la gouvernance de ce pays-là. Parce que je pense que les ingrédients étaient aussi là qui pouvaient réellement que ces élections, il y a tout à dire, tout est à redire carrément sur ces élections-là. Mais comme je le disais, c'est le moins de mal. Et il faudrait tendre la main donc aux opposants ou du moins à Fayulu pour qu'on ne puisse pas arriver à ce qu'on a connu dans ce pays. Marc Fayulu, il est fini, il doit comprendre le message que bon, j'ai perdu mes soutiens. Oui, c'est clair. Vous savez, c'est ça aussi le problème d'un certain nombre de nos opposants qui n'ont pas, à mon avis, tous les moyens peut-être ou qui ne veulent pas faire une lecture sensée des situations politiques qui se présentent, parce que ce que Fayulu a fait, moi, je pense que c'est pas nouveau. On a vu Champing faire la même chose, on a vu même Jean-Pierre Fabre faire la même chose au Togo. C'est une réalité aujourd'hui que dans un certain nombre de pays africains, surtout d'Afrique francophone, la passation de pouvoir, ou en tout cas les alternances, ne se font pas forcément suivant les règles édictées ou suivant les règles qu'on voudrait. Et donc, il faut avoir la maturité politique et tous les éléments politiques qu'il faut pour avoir cette analyse de la situation. À mon avis, Fayulu aurait été le plus grand gagnant de cette situation s'il avait rapidement vu venir ce qui s'est passé. Et puis, pourquoi pas, il aurait dû être le premier à apporter son soutien à Tshisekedi, d'autant plus que Tshisekedi lui a déjà, même si après il s'est retiré, Tshisekedi fait partie de ceux qui ont créé la coalition La Mouka qui a porté Fayulu au pouvoir. Et c'est vrai qui a porté Fayulu en tant que candidat. Et donc, à mon avis, il était important, même si après Tshisekedi et Vital Kamerhe ont fait faux bond à la coalition La Mouka, en fonction des intérêts et des événements politiques qui se sont passés, ça aurait été de bon ton que Fayulu tende le pont ou tende une perche vers le nouveau président Tshisekedi. Malheureusement, il a choisi la mauvaise voie. Il comprendra peut-être, malheureusement à cette fin, que les intérêts occidentaux n'en ont que pour leurs intérêts. On va marquer la pause très courte et on revient après sur le Togo.